Welkom op het webinar Bonjour à tous et Hergebruik en bienvenue au recyclage in de webinaire openbare Regard sector. croisé sur le réemploi et le recyclage en marché public. Het webinar wordt Ce webinaire est organisé dans georganiseerd le cadre vanuit du Interreg projet REC REC 2 Carré project, du programme een project dat Interreg. inzet op Ce projet hergebruik s'intéresse à en la recyclage réutilisation van et au verschillende recyclage de divers flux stromen de op déchets korte keten. dans des circuits plus courts. C'est un projet interrégional avec des partenaires en France, la Wallonie et la Flandre, notamment le BEP, la Confédération de la construction wallonne, le cluster éco-construction, ressources et la Vlaamse Confédération Bouw pour le versant belge et la CCI Ardennes, FEDEREC, Recovering et le réseau des ressourceries pour le versant français. Nous avons pour ce webinaire invité des représentants des 3 régions pour nous expliquer comment les administrations publiques abordent le réemploi et le recyclage des déchets dans le secteur du bâtiment. Mais avant d'introduire le premier intervenant, quelques infos techniques. Vous trouvez ces infos aussi dans la section Q&A, Questions and Answers, dans Teams, en haut de votre écran. Pour les participants qui auraient encore des questions concernant la traduction simultanée, vous devez télécharger l'application Discord via votre smartphone. Mais vous trouvez tous les détails dans la section Q&A, les détails techniques. Et aujourd'hui, pour vous parler de recyclage et de réemploi en marché public, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Lutz. Sylvie est ingénieure agronome de formation et éco-conseillère. Après un parcours dans le secteur de la construction en tant que chercheur et conseillère, elle est gestionnaire de projet au sein de la Direction du développement durable du service public de Wallonie, le SPW, dont les objectifs sont informer et sensibiliser l'ensemble du secteur à la construction durable, outiller les pouvoirs adjudicateurs et répondre à quelques-uns des enjeux de la déclaration politique régionale, la DPR. Madame Lutz va nous parler du contexte en Wallonie et des outils intégrés dans le cahier des charges type bâtiment pour favoriser le recyclage et le réemploi. Le cahier des charges type bâtiment est un projet piloté par la Wallonie en partenariat avec le secteur public et privé de la construction. Je donne la parole à Madame Lutz. Effectivement, je vais vous parler de ce que l'on fait en Wallonie par rapport au réemploi. En tous les cas, une toute petite vision de ce qu'on peut faire pour encourager le réemploi et le recyclage dans les marchés publics. Voilà, je vais d'abord vous présenter en quelque sorte ce qu'on fait au sein de la direction du développement durable du SPW, du service public de Wallonie. Je vais également vous parler des marchés publics durables, quelle est l'origine de cette démarche de travailler dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on entend chez nous en termes de matériaux durables et en termes de matériaux de réemploi? Puis je laisserai la parole à Christian Capard. C'est donc une présentation qui va se faire en binôme avant de reprendre la parole pour terminer sur les perspectives et ce qu'on souhaiterait peut-être encore développer donc par la suite au sein de la direction du développement durable. Donc voilà, on m'a déjà présenté, donc Sylvie Lutz. Moi, je travaille au sein de la direction du développement durable du SPW. C'est une relative petite équipe de 20 personnes située au secrétariat général. Au sein de la direction du développement durable, on aborde de nombreuses thématiques, notamment les marchés publics durables, l'économie circulaire, la construction, mais encore bien d'autres thématiques comme par exemple l'alimentation, les finances durables. Donc voilà, et tout ça, enfin en tous les cas, les 3 thématiques mentionnées principales ici qui nous concernent, nous conduisent à développer le réemploi et le recyclage, et donc de déboucher sur les matériaux durables également dans le cadre des marchés publics. Alors, les marchés publics, un petit historique. Donc, il y a eu déjà un plan qui a été mené à partir de 2017 pour rendre les marchés publics plus durables. Et une des portes d'entrée, donc ça a été, enfin, un des aspects en tout cas, ça a été la construction.
mais il y a évidemment bien d'autres aspects qui pourraient rentrer dans le cadre des marchés publics durables. Et donc, on voulait renforcer la capacité des pouvoirs adjudicateurs en termes de marchés publics durables, de manière à leur donner un caractère donc beaucoup plus responsable et durable. Donc, on a décidé de travailler sur différents outils, notamment sur la rédaction de clauses administratives dans les marchés publics et notamment l'introduction, et donc on arrive au CCTB, l'introduction de clauses administratives de type social, éthique et environnemental dans le CCTB, de manière à rendre le CCTB, donc Christian vous parlera plus en détail par la suite, mais qui est un outil donc, pour les pouvoirs adjudicateurs, de manière à le rendre beaucoup plus voilà, durable dans son ensemble. Et donc, pour ce faire, on a travaillé sur l'insertion, donc on a travaillé sur les clauses administratives, mais aussi sur les clauses techniques, en y insérant donc des matériaux de réemploi et des matériaux axés sur le recyclage, des matériaux durables, dans le cahier de charge type bâtiment. Voilà donc un peu le contexte du CCTB sur lequel on a travaillé pour le rendre plus durable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié à l'aide, en collaboration des clusters éco-construction et du cluster Cap Construction, on a identifié 140 éléments matériaux wallons de conception durable. Et à la suite de cette identification-là, on a travaillé avec le CSTC, entre autres, pour la rédaction des clauses techniques associées à chacun de ces éléments. Alors, parmi ces éléments, pour n'en citer que quelques-uns, donc on a des blocs de chaux-chanvre, on a des caissons en bois qui sont remplis de paille, par exemple. Donc ça, c'est le genre d'éléments ou des isolants réalisés à l'aide d'herbes. Ce sont des éléments ici isolants qui permettent de rendre la construction plus durable et pour lesquels des clauses techniques ont été rédigées. Ces 140 éléments ont été insérés maintenant dans le CCTB, donc le pouvoir adjudicateur, l'architecte qui veut rédiger son CCTB peut aller cocher ce type de matériaux et avec les clauses techniques qui en découlent pour pouvoir rédiger son cahier de charge. La liste de ces 140 matériaux donc, est disponible sur le site internet qui est indiqué donc, sur l'écran, sur le site notamment du développement durable pour en obtenir cette liste complète. En ce qui concerne les matériaux de réemploi, on a voulu aussi dans un deuxième temps travailler sur ce type de matériaux. Et la première démarche, c'était de prioriser les matériaux de réemploi, donc les plus usuels. Et pour cela, il fallait réaliser une étude pour savoir quels sont ces éléments de matériaux qui peuvent être utilisés en construction ou en rénovation. Donc pour ce faire, on a confié cette étude à la CCOE, qui elle-même a travaillé en partenariat avec des organismes tels que le CSTC, Ressources, Ressort et Retrieval, qui sont des organismes, les trois derniers, habitués à travailler dans le secteur du réemploi. Et la première démarche a consisté à définir des critères de sélection. Et 9 critères de sélection qui étaient indépendants les uns des autres ont été identifiés. Ça concerne le gisement qui existe en région wallonne, par exemple, ou de façon plus élargie. Quelle est la facilité de remise en place de ces éléments. Donc voilà, ça ce sont des critères de reconditionnement. Ce sont des critères qui ont été pris en considération dans l'étude qui a été réalisée pour pouvoir opérer un choix des matériaux de réemploi prioritaires, parce que la manne budgétaire n'était pas élastique non plus. Et donc 70 éléments ont été retenus parmi ces matériaux. Ça concerne par exemple des éléments de chauffage, un bâtiment qui doit être démonté. Les éléments de chauffage peuvent être réutilisés sur le même site ou sur un site extérieur. Ça concerne également des escaliers, ça concerne des portes et encore toute une série d'autres éléments. Et
Aujourd'hui, donc, ces 70 éléments donc, ont été identifiés et la rédaction des clauses techniques est à nouveau confiée au CSTC donc pour ces 70 éléments. Normalement, ce marché public donc, est en cours et devrait se terminer de manière à pouvoir publier ces éléments et les clauses techniques dans le cadre du marché de décembre 2021. Donc ici, je suis rentrée un petit peu déjà dans les détails et notre impact au niveau du caractère durable du CCTB, mais je pense que c'est essentiel que vous puissiez comprendre aussi ce qu'est le CCTB en tant que tel. Et donc là, je vais laisser la parole à peut-être d'abord Andy qui va présenter Christian et puis ensuite à Christian. Oui, merci beaucoup Sylvie de votre intervention. L'orateur suivant est Christian Capard. Christian est ingénieur, architecte de formation et coach agile en développement de projets dans les espaces complexes chez l'Union Wallon des architectes. Depuis plus de 10 ans, l'Union Wallon des architectes, ASBL, est partenaire du projet le cahier des charges type bâtiment. Monsieur Capard présentera les dispositions du cahier de charges d'un point de vue plus pratique. Monsieur Capard, je vous en prie. Voilà. Donc, le cahier des charges type bâtiment, bon, ma présentation, ça a été fait. Alors, le cahier des charges type bâtiment, qu'est-ce qui se trouve derrière finalement cet acronyme CCTB au-delà de cette terminologie? C'est en fait un outil de référence commun pour la prescription de travaux de bâtiments permettant de respecter les aspects juridiques et de garantir la qualité technique des travaux de construction ou de rénovation. Alors, ce projet CCTB, il s'agit d'un projet qui a été initié en 2007. Il est le fruit d'une synergie publique-privée pilotée par la Wallonie avec de nombreux partenaires, comme vous le voyez ici sur cette présentation, des partenaires tant donc du domaine public que du domaine privé. Alors, le CCTB est découpé en 11 tomes et une annexe. Un premier tome qui concerne les clauses administratives, c'est-à-dire les dispositions juridiques du marché. Ensuite, 10 tomes qui concernent les clauses techniques. Et enfin, une annexe qui consiste en un catalogue des documents de référence, que ce soit des normes, des règles de l'art ou de la réglementation. Tous ces éléments sont listés au sein de ce catalogue des documents de référence. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les aspects administratifs, les clauses administratives du CCTB. Par contre, au niveau des clauses techniques, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la question de la circularité qui est l'objet de cette conférence. Et le CCTB présente finalement l'avantage dans ces clauses techniques de séparer d'un côté les prescriptions de démolition et de démontage et de l'autre les prescriptions de mise en œuvre des matériaux. Ce qui permet de démonter un maximum d'éléments en vue de leur récupération. Lors de la prescription de mise en œuvre, on peut de même prescrire un maximum de réemploi. Cela permet notamment, par le fait d'avoir des prescriptions séparées, de pouvoir également avoir des filières séparées entre la déconstruction et la mise en œuvre, ce qui est souvent le cas dans les chantiers. Et également, plus de flexibilité pour faire de la circularité sur site ou à proximité dans différentes zones. Alors, dans le cadre d'une approche d'économie circulaire, on va pouvoir mettre en place un cyclage directement sur chantier dont je parlais, mais également en circuit court avec le réemploi de matériaux qui sont issus de chantiers de proximité, ou alors en circuit plus long à l'échelle géographique ou temporelle par l'intermédiaire, alors si on est dans de la temporalité, de catalogues en ligne ou de revendeurs de matériaux de récupération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon notamment les sources de Rotor, seulement 1% des déchets de construction sont recirculés au-delà de leur premier emploi. C'est donc l'objectif avec cet outil CCTB, c'est de pouvoir augmenter la recirculation et le réemploi sur les chantiers. Mais la question qui se pose naturellement, c'est quelles sont les exigences techniques qu'il faut imposer pour ces éléments de réemploi.
Alors pour ce faire, le SPOE a commandé, comme Sylvie l'a mentionné juste avant, a commandé au CSTC la rédaction de prescriptions types pour le réemploi de 70 éléments les plus courants afin que les prescriptions soient intégrées au sein de la version du CCTB de fin 2021, donc d'ici un an. Alors, vous avez ici un exemple de prescription, d'une partie de prescription qui porte sur des maçonneries en briques de terre cuite. Donc, c'est une prescription de mise en œuvre. Et on voit donc les exigences auxquelles doivent répondre les matériaux si le prescripteur, si l'auteur de projet fait appel à des matériaux de réemploi, notamment par exemple la réalisation de tests sur l'eau pour les briques de réemploi, des tests de gélitivité, des tests de résistance à la compression et autres. Alors, lorsqu'on sait par ailleurs au niveau du sujet des déchets qu'une maison représente 200 à 400 tonnes de matériaux, on imagine qu'actuellement tous ne peuvent être démontés pour être réemployés. C'est bien malheureux, mais la situation est ainsi. Pour le solde, le CCTB fournit déjà actuellement des prescriptions en matière de tri, de stockage et d'évacuation des déchets, que ce soit pour du recyclage, du compostage ou du traitement des déchets. Alors également, la séparation se fait entre déchets de démolition et déchets de construction. Je pense par exemple aux emballages, aux chutes, etc. Pour tendre vers une conception zéro déchet au niveau des chantiers, on peut s'appuyer sur la méthode des 5 R. On en a déjà abordé certains, donc le R dans la réutilisation avec les éléments de réemploi, le R du recyclage avec les éléments qui vont partir au recyclage, également le R de rendre à la terre avec les éléments qui vont au compostage, par exemple les déchets verts qu'on pourrait retrouver dans les travaux préparatoires de chantier. Alors il reste 2 R qui sont refuser et réduire. Alors, pour refuser la création de déchets et réduire la génération de déchets, une réflexion en amont est importante lors de la conception du projet. Par exemple, en concevant des mises en œuvre qui permettront un démontage non destructif lorsque cela sera nécessaire. Alors, c'est à ce niveau-là que, pour aider le concepteur, la réglementation et le CCTB prévoient différents inventaires. Un inventaire amiante et également un inventaire de déchets. Donc ces inventaires sont réalisés préalablement au chantier et permettent de pouvoir identifier les déchets, les matériaux qui seront rencontrés. À ceci, on peut ajouter l'inventaire réemploi qui permet aux concepteurs et aux entrepreneurs d'identifier le potentiel de récupération sur un chantier. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir initier auprès des auteurs de projets et auprès des maîtres d'ouvrage l'utilisation de ces inventaires de réemploi qui sont encore trop marginalisés aujourd'hui. Voilà pour la question du réemploi. Alors, le CCTB, dans son utilisation actuelle, donc le CCTB est un projet qui existe depuis 2007 et qui est publié depuis 2014. Alors, premièrement, parler du fait que le CCTB est intégré à différents outils de rédaction de cahier des charges et également aux outils BIM. Donc, il est lié aux maquettes et donc au BIM, donc au Building Information Model. Il est également intégré dans différents logiciels de suivi de marché, donc au niveau des administrations et des maîtres d'ouvrage. Il est donc important aussi de savoir qu'aujourd'hui, un critère de choix pour certains utilisateurs de logiciels, c'est de pouvoir s'assurer que le CCTB soit bien intégré dans le logiciel et ça va constituer en effet un élément qui va jouer dans la balance lors du choix d'une application plutôt qu'une autre. Alors, le CCTB, on parle donc de cahier des charges type, mais ça ne veut pas dire pour autant une normalisation de la production architecturale que du contraire. Donc vous avez ici un échantillon de projets de logements individuels, collectifs et de bâtiments non résidentiels. Ces projets étaient candidats au Grand Prix d'architecture de Wallonie en 2019 et tous ces projets ont utilisé le CCTB pour la prescription des travaux. On a également des projets neufs, des projets de construction, également des projets de rénovation qui sont présents parmi ces projets candidats.
Donc vous avez ici un échantillon important finalement de ce qu'on peut faire comme architecture différente sur base d'un outil, d'un langage commun comme le CCTB. Alors, je vous remercie déjà pour votre écoute et je vous renvoie vers le site portail des bâtiments, donc bâtiment.wallonie.be, sur lequel vous trouverez d'abord le CCTB et ensuite l'application Vitruve, qui est une application d'aide à la rédaction de cahier des charges, ainsi que toutes les informations qui s'y rapportent. Également, dernière chose, c'est mentionner le fait qu'il existe des formations totalement gratuites qui sont mises en place par le service public de Wallonie et qui reprendront tout début 2021. Donc pour ce faire également, si vous souhaitez être informé ou participer à ces formations, vous pouvez vous rendre sur le site bâtiment.wallonie.be. Et là, vous avez un menu formation pour demander à être inscrit en liste d'attente et ainsi être informé en première ligne lorsque les dates des premières formations seront disponibles. Voilà, je vous remercie. Merci Christian. Et on change de pays, la douce France. L'orateur suivant est Jean-Yves Burgy de Recovering. Donc Jean-Yves Burgy est titulaire d'un Executive MBA de l'école de management de Lyon ainsi qu'une maîtrise en sciences appliquées. Il travaille depuis 25 ans sur les problèmes environnementaux et plus spécifiquement depuis 10 ans sur les sujets d'économie circulaire des déchets du BTP. À ce titre, il a participé à de nombreux projets innovants français et européens. Il accompagne aujourd'hui plusieurs maîtres d'ouvrage en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Économie circulaire dans leurs projets de rénovation de bâtiments. Jean-Yves, à vous. Oui, très rapidement, je vais quand même dire un petit mot sur Recovering. Recovering, c'est un bureau d'études que j'ai fondé et que je dirige depuis une dizaine d'années. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans tout ce qui est déchets du BTP. On a grosso modo trois métiers, un métier d'études et de conseil, un métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme vous l'avez souligné. Donc on accompagne la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation de différents soit marchés de construction, soit de marchés de déconstruction. Et puis on fait beaucoup de formations parce que c'est quand même un point essentiel si on veut faire saisir notamment la maîtrise d'ouvrage publique et privée, donc les enjeux par rapport à cette problématique. J'ai choisi de vous faire en fait une présentation un petit peu plus orientée terrain, je vais dire, par rapport à mes collègues belges. Tout ça pour ne pas répéter un peu les choses, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'actions similaires qui sont lancées par le ministère, par le CSTC, etc. Donc je n'allais pas répéter en côté français ce que nos amis wallons avaient déjà dit, et je vous fais donc une présentation beaucoup plus pragmatique. Juste pour vous mettre en perspective un petit peu de quoi on parle, les déchets du BTP, ça représentait en 2014, les chiffres sont un petit peu anciens, mais on n'en a pas des plus récents officiels, ça représentait 227 millions de tonnes, soit 3/4 des déchets français, avec une répartition entre le bâtiment et les travaux publics d'un cinquième, 4/5, 40 millions pour le bâtiment et 185 millions pour les travaux publics. Nature très différente, beaucoup d'inertes, des déchets non dangereux, des déchets dangereux, avec bien entendu aujourd'hui une diminution des déchets dangereux suite à notamment l'arrêt d'utilisation d'un certain nombre de substances dangereuses par la mise en place de certaines directives. La majorité de ces déchets sont des déchets de démolition. En France, l'enfouissement est encore assez important. Les taux de valorisation aujourd'hui, on les estime proches de 70%, conformément en fait aux objectifs de la directive de 2008 et 98 CE. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, et on a aussi notamment des progrès à faire d'un point de vue traçabilité, puisque beaucoup de ces déchets aujourd'hui, et ce n'est pas admissible, sont encore extrêmement mal tracés. Les choses sont en train de changer, les choses évoluent positivement. On est en train vraiment de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. On peut constater durant ces dernières années en France que
que l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des acteurs économiques de la chaîne de valeur prennent conscience de cette problématique-là. Je vous ai matérialisé sur ce petit graphe les facteurs d'influence qui font qu'on s'achemine progressivement vers une économie circulaire, avec bien entendu des fortes pressions réglementaires, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient nationales. On a notamment eu en France une nouvelle loi très récemment qui n'est pas encore tout à fait en application, puisqu'en fait il y a des nombreux décrets d'application à rédiger qui fixent des objectifs extrêmement ambitieux. On a une limitation des exutoires d'élimination et une augmentation des coûts qui fait que aujourd'hui il est beaucoup plus rentable de réemployer et de valoriser que d'envoyer en enfouissement. On a tout un écosystème du tri et de recyclage qui s'est mis en place avec des installations notamment modernes de chaînes de tri mécanisées et d'autres outils de transformation qui sont très novateur. Et puis on a une demande en matière première secondaire qui est de plus en plus importante, ce qui est important pour donc garantir les débouchés en matière de recyclage et de réemploi. Et puis on a enfin, je dirais enfin, des donneurs d'ordre et des utilisateurs qui s'engagent. Alors ils s'engagent de différentes manières, et on va y revenir tout au long de cette présentation. C'est des donneurs d'ordre privés qui ouvrent souvent la voie, mais les donneurs d'ordre aujourd'hui publics se sont mis en ordre de bataille pour justement contribuer à la mise en place de cette économie circulaire des déchets du BTP. Si on parle très rapidement de la situation sur le terrain en matière de recyclage, il y a des grandes disparités régionales. En France, on a un pays qui est quand même très très important, qui a 15 régions, et toutes les régions ne sont pas au même stade de développement en matière de recyclage et de réemploi. Globalement, techniquement, on sait très bien maîtriser le recyclage des bétons, des terres, des enrobés, des mélanges d'inertes. Depuis une vingtaine d'années en France, tous ces déchets inertes sont collectés, transformés et valorisés principalement en technique routière, mais il y a aussi d'autres voies de valorisation beaucoup plus nobles qui sont en train de se développer, comme le recyclage des bétons recyclés dans le béton. D'un point de vue recyclage des éléments de seconde œuvre, et notamment du bois, du plâtre, des métaux, des fenêtres, et du verre et du PVC, toutes ces filières sont en train de se développer avec une forte implication des industriels en bout de chaîne qui garantissent en fait la reprise de ces matériaux pour les réintégrer dans leur process de fabrication. Donc c'est une symbiose qui est en train de se faire entre le monde du déchet et le monde de la production de matériaux de construction. Il y a des filières encore qui sont plus compliquées en termes de recyclage, notamment avec un certain nombre de plastiques durs. Les plastiques ont des compositions qui sont extrêmement complexes, qui sont très difficiles à identifier et qui peuvent gêner un certain nombre d'acteurs économiques lorsqu'ils essayent de faire des opérations de recyclage. Ensuite, on a une filière de laine de verre qui vient de se créer, qui fonctionne relativement bien, mais elle est circonscrite à un périmètre plutôt sud-est de la France. Et puis, on a aussi une filière membrane d'étanchéité. Donc, grosso modo, le contexte au niveau du recyclage est plutôt favorable. Au niveau du réemploi, c'est une autre paire de manches. Autant dans les TP, dans les travaux publics, le réemploi se fait plutôt bien depuis un certain nombre d'années, mais c'est vraiment sous l'impulsion en fait d'un facteur purement économique, puisque l'objectif principal d'une entreprise de TP, c'est d'essayer de faire sortir le moins de camions possible de son chantier, et elles ont développé pour ce faire un certain nombre d'outils, de méthodologies, d'approches qui permettent de valoriser un grand nombre de tonnes de déchets inertes sur leur chantier. Au niveau du bâtiment, pour l'instant, le réemploi il est plutôt balbutiant. On a des nombreux freins sur lesquels je ne vais pas revenir, c'est des freins techniques, réglementaires, économiques. On a, comme en Belgique, des problèmes aussi assurantiels. On a une décennale qui est extrêmement contraignante. En tout cas, en ce qui concerne les marchés publics, c'est un des principaux freins. Il y a une offre de matériaux de réemploi qui, de manière un petit peu surprenante, est très importante. Pourquoi? Parce que la dépose et la déconstruction sélective se développent très rapidement.
On a des plateformes numériques qui proposent ces matériaux-là en ligne et on en compte aujourd'hui plus de 100 en France. C'est à se poser quand même la question sur leur pérennité et leur modèle économique. Il y a un développement assez timide de plateformes physiques. Pourquoi? Parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes de foncier aussi au niveau des grandes agglomérations urbaines en France. C'est pas facile de trouver de la place et de la place justement à bon coût. Et ce qui derrière implique un équilibre économique vraiment difficile à trouver malgré les subventions qui sont données par notre outil de financement qui est l'ADEME. La vente de matériaux de déconstruction ne suffit souvent pas à permettre de trouver un équilibre économique. Donc les marchés aujourd'hui sont encore peu développés, il y a un manque de débouchés, les particuliers sont très demandeurs hein, parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes en termes de construction et notamment d'assurance décennale, mais la maîtrise d'ouvrage publique, elle reste quand même très frileuse en matière d'utilisation des matériaux de réemploi. Les choses bougent, hein, les choses avancent, la maîtrise d'ouvrage s'engage. On a notamment l'introduction de clauses déchets matériaux réemployés dans les dossiers de consultation des entreprises, hein, comme on le voit aujourd'hui en Belgique. Alors sur le volet, sur les opérations de curage et de démolition, ça devient plutôt fréquent. Il y a quelques guides d'intégration de clauses qui existent, qui sont utilisés par la maîtrise d'ouvrage pour rédiger ces clauses. D'abord, la maîtrise d'ouvrage, elle modifie progressivement les responsabilités dans les dossiers de consultation des entreprises du maître d'œuvre. Il ne faut pas oublier le maître d'œuvre. On parle souvent des CTP, des CAP pour les entreprises travaux, mais le chef d'orchestre sur un chantier, c'est quand même le maître d'œuvre. Et il faut lui donner un certain nombre de rôles par rapport à cette problématique du recyclage du réemploi. Donc on peut lui donner différentes responsabilités comme un établissement du diagnostic déchets et matériaux préalables aux travaux, ou alors s'il a déjà été établi dans le cadre de certains chantiers, lui confier une analyse critique du diagnostic qui a été réalisée donc par un tiers. On peut lui confier aussi la responsabilité du suivi de la bonne exécution des clauses déchets et matériaux, et puis on peut lui confier aussi un suivi de l'organisation documentaire de traçabilité et lui demander un bilan de fin de chantier, voilà, pour avoir des retours d'expérience et pouvoir mesurer les écarts. Tout cela, ça va bien entendu être rémunéré parce que sinon le maître d'œuvre ne va pas vouloir le faire. Aujourd'hui, le constat qu'on a en France, c'est qu'on a quand même de la maîtrise d'œuvre qui n'est pas très sensibilisée au sujet et qui en a encore moins les compétences. Donc il y a peu de formations qui s'adressent aux maîtres d'œuvre hein, sur le volet recyclage et sur le volet réemploi. Moi-même, je fais des formations sur le recyclage et sur le réemploi et on a systématiquement des maîtres d'œuvre qui viennent découvrir le sujet parce que ça n'est pas prévu dans leur cursus de formation et c'est un sujet dont ils ne sont jamais vraiment occupés. Donc du coup, il y a aujourd'hui des appels d'offres qui sortent qui ont un volet économie circulaire qui est très prononcé. Ils ne sont pas capables d'y répondre, du coup, ils se rabattent sur des assistants à maîtrise d'ouvrage et ils répondent plutôt en groupement. Ceci dit, les grands groupes de maîtrise d'œuvre en France s'organisent et ont tous, quasiment tous aujourd'hui, développé des départements économie circulaire. Quand on regarde les dossiers de consultation pour les entreprises dans le cadre aussi des opérations de curage de démolition, là, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre introduisent des clauses déchets dans les DCE des entreprises travaux qui concernent non seulement des points réglementaires mais aussi des points non réglementaires. Donc, en France, on a toute une législation, comme vous l'avez en Belgique, qui s'applique, qui oblige les entreprises à respecter un certain nombre de choses en matière de traçabilité, en matière de réduction de la production de déchets, etc., etc. Mais il y a aussi des clauses aujourd'hui qui sont introduites de manière sur des aspects plus volontaires, comme l'atteinte, par exemple, de taux de valorisation pour certains déchets. Le constat qu'on peut faire, c'est que les entreprises s'adaptent très vite aux nouvelles exigences parce que déjà, c'est un sujet qu'elles connaissent, on leur a toujours confié la gestion des déchets. Et puis aussi, elles sont, entre guillemets, très intéressées par les gains économiques qui peuvent être liés à la bonne prévention de la gestion des déchets
puisque en France aujourd'hui on a une flambée des prix, notamment par rapport à tout ce qui est déchets en mélange, destiné plutôt à l'enfouissement, ce qui pousse les acteurs économiques vers les voies de valorisation. Ça, c'est deux aspects par rapport au chantier de déconstruction. Donc, on peut dire que la situation est plutôt bien maîtrisée, ou commence à être de mieux en mieux maîtrisée, avec une production notamment de matériaux en vue de leur recyclage ou en vue de leur réemploi. Maintenant, quand on regarde les débouchés, dans les cas des marchés publics, on a encore très peu de clauses déchets et matériaux à réemployer dans les chantiers de construction. La maîtrise d'ouvrage, elle ne saisit pas encore cette opportunité, elle recule devant les contraintes. Quand nous, on accompagne un maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération globale, il est toujours d'accord pour aborder le sujet dans le cadre d'un curage, d'une déconstruction, dès lors qu'on lui dit qu'on va travailler sur le sujet des matériaux employés dans la phase de conception, déjà dans la phase de conception, il est déjà beaucoup moins d'accord. Alors il y a quand même des maîtres d'ouvrage qui vont au-delà, qui lancent des projets sur tout le territoire français. Alors, on n'en a pas non plus dans toutes les régions, mais on a quand même des très beaux projets, notamment en Île-de-France, avec des projets de recherche et développement sur des détournements d'usage ou alors du réemploi. On a des projets qui se situent plus au niveau des bâtiments, donc avec des approches globales. Et puis, on a aujourd'hui des projets qui consistent à vraiment développer l'utilisation et la réutilisation de matériaux au niveau d'un territoire. Et ça, ce sont des projets très systémiques, très complexes, qui montrent qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on puisse avoir une fluidité entre les matériaux qui sont déposés et puis les mêmes matériaux qui devraient être réemployés dans les ouvrages. Je vais vous donner un exemple parce que faut sortir un petit peu du théorique et de tous ces programmes-là. Je vais vous donner un exemple de réalisation qui a été faite par une maîtrise d'ouvrage quasi publique, puisque en fait c'est Postimo, c'est la branche immobilière de ce que nous on a ici en France, c'est-à-dire la Poste. Il s'agit là d'une déconstruction d'un centre de tri postal. Avec donc des contraintes extrêmement fortes puisqu'il se trouve dans l'enceinte d'un aéroport, celui de Nice-Côte d'Azur. C'est un bâtiment industriel avec une partie administrative et le but du jeu consistait à avoir une déconstruction complète et une restitution du terrain donc à son propriétaire, donc à l'aéroport de Nice. Là, pour bien faire les choses, puisque le maître d'œuvre, on n'a pas trouvé de maître d'œuvre qui a été capable d'assumer des missions d'économie circulaire tant au niveau du recyclage qu'au niveau du réemploi. Il y a eu deux AMO qui ont été missionnés, un pour travailler sur le volet réemploi et l'autre pour travailler sur le volet recyclage. Les suivis de chantier se sont bien passés, tout ce qui est traçabilité, ça a bien fonctionné, il y a eu 100% de documents de traçabilité qui ont été récupérés. Si on passe à l'aspect bilan du réemploi et de la valorisation globale, quand on regarde le tonnage de produits, matériaux et déchets qui ont été traités, ils s'établissent à 17 748 tonnes, donc c'est un tonnage très important. Les matériaux qui ont été déposés, transformés ou non, ils se comptent à hauteur de 10 381 tonnes, et les déchets qui ont été générés à hauteur donc de 7 300 tonnes à peu près, donc, dont 7 263 tonnes ont été valorisées et 103 tonnes uniquement ont été éliminées. Ça vous fait un taux de réemploi et de valorisation globale pour ce chantier donc, qui a été vraiment sous la maîtrise d'une démarche donc de réemploi et de recyclage de 99,4%. Sur un bâtiment qui n'est pas tout neuf, qui date des années 70, avec des matériaux qui ne sont pas très nobles, on est quand même arrivé à avoir des taux tout à fait exceptionnels, en plus dans une région qui n'est pas réputée pour gérer les déchets du BTP de manière extrêmement sérieuse et stricte, comme quoi les choses sont possibles partout, pour qu'il y ait un peu de volonté.
Juste un focus sur le réemploi, c'est là où on a encore beaucoup de difficultés. Il y a eu une approche extrêmement stricte, avec donc un catalogue ressources qui a été établi, recherche d'acquéreurs potentiels. Il n'y a pas eu beaucoup de matériaux qui ont été pris par les repreneurs via les places de marché, avec une recherche à l'ancienne, c'est-à-dire prendre son téléphone et essayer de contacter les repreneurs potentiels. Il y a eu quand même beaucoup plus de succès. Voilà. Donc là, on a quand même démonté pas mal de matériaux, des fenêtres, des groupes froids, des radiateurs, des fenêtres, etc. Quand on regarde un petit peu le bilan au niveau uniquement réemploi, il y a eu quand même énormément de béton qui ont été réemployés, qui ont été concassés sur le chantier et qui ont été utilisés donc en remblai directement sur le chantier. C'est considéré comme une opération de réemploi en France. Sinon, il y a eu une partie de ce béton aussi qui ont été concassés puis qui ont été réutilisés sur un autre chantier. Les débleus terreux ont subi le même sort, ainsi que les enrobés. Quand on regarde par contre le réemploi des éléments de seconde œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu quand même un tour de force qui a été réalisé puisqu'une charpente métallique a été complètement déposée soigneusement puis réutilisée sur un bâtiment agricole. Il y a eu des sanitaires qui ont été réemployés, des matériaux PVC, des menuiseries bois, des menuiseries métalliques et puis différents éléments sanitaires comme des ballons d'eau chaude. Il y a eu aussi, et ça c'est un peu l'originalité, des matériaux potentiellement déchets dangereux qui ont été réemployés avec la dépose de groupes de climatisation et de chauffage qui ont été démontés et qui ont été réinstallés sur un autre bâtiment. Donc ça a fait l'objet d'une opération de réemploi. Quand on fait un bilan définitif de l'opération, par rapport donc, aux matériaux qui ont été déposés, sur les 10 381 tonnes, il y a eu une très grosse majorité d'inertes qui ont été réemployés, mais seulement 34 tonnes de déchets non dangereux, enfin de matériaux non dangereux qui ont été réemployés et 17 tonnes de matériaux dangereux qui ont été réemployés. Donc le bilan est plutôt positif, mais on voit bien que le réemploi aujourd'hui, à part dans les inertes, est plutôt compliqué pour tout ce qui est matériaux de second œuvre. Je conclurai ma présentation de manière très générale par rapport donc à la situation que nous observons en France. Il faut dire que le contexte il est de plus en plus favorable au réemploi et à la valorisation, ça on ne peut pas le nier, que le recyclage et la valorisation sont des marchés aujourd'hui qui sont matures, qui ont besoin d'être optimisés, mais tous les fondamentaux sont au rendez-vous pour que ça se passe correctement. Le réemploi dans le bâtiment est beaucoup plus complexe, il est très récent, ça va certainement mettre beaucoup de temps à se développer de manière massive. La maîtrise d'ouvrage, elle prend ses responsabilités, elle se forme à la problématique, elle commence à formuler ses exigences dans les cahiers des charges, elle modifie donc ses dossiers de consultation des entreprises. Mais bon, on a quand même des disparités régionales en France qui sont très très importantes. Et je conclurai que pour recentrer ça par rapport au projet REG 2 Interreg, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès qui sont à faire du côté versant français, c'est-à-dire dans le nord de la France, on a encore des grandes marges de progrès par rapport notamment donc à ce volet réemploi, mais on est vraiment sur les bonnes rails. Voilà, je conclus ma présentation et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Yves. Il y a encore du travail à faire dans tous les pays, rassurez-vous. De volgende spreker is Frank Geets, C'est Frank Geerts, administrateur général niveau flamand, donc ICT Vastgoed Facilities et marché public dont il s'occupe l'entreprise facilitaire doit développer le service, les prestataires de services d'économie circulaire, doit donner le bon exemple, doit être inspirateur pour les clients et les fournisseurs.
les tours VTC 1, VTC 2 à Bruxelles doivent devenir un bâtiment circulaire et un tour de logement. Ils sont sur la bonne voie. Avant de donner la parole à Frank, on va commencer avec un petit film concernant les travaux de la tour VTC. Le bâtiment existant est réutilisé de façon maximale. Les étages souterrains et les noyaux de circulation seront maintenus. Tout ce que l'on démolit sera recyclé et réutilisé. C'est ainsi qu'on pourra récupérer ou recycler jusqu'à 95% de tous les matériaux utilisés. Une nouvelle poutre centrale reliera deux tours, donnant naissance à 14 étages spacieux. Les autorités flamandes disposeront ainsi d'espaces de travail liés entre eux de façon optimale, bénéficiant d'une vue panoramique. Plus de 30 matériaux du nouvel ensemble sont certifiés C2C, parmi lesquels les nouvelles dalles de béton, le vitrage et l'aluminium composant les façades. Des matériaux de finition modulaire comme les parois intérieures légères et les sols rehaussés amovibles font d'Envie de Nord un bâtiment extrêmement flexible et adaptable. Aux étages intermédiaires seront construits des appartements en hôtel, conférant à ce bâtiment un aspect vivant 24 heures sur 7. Grâce à une organisation bien réfléchie de la circulation, les utilisateurs ne se croiseront pas, permettant de séparer, de bien délimiter chaque fonction du bâtiment. Les espaces polyvalents partagés permettent de réunir les utilisateurs et les riverains. Une grande serre, un centre sportif et un jardin suspendu où les gens pourront se rencontrer. Le bâtiment est situé en plein milieu du quartier du Nord et l'on peut y arriver facilement à pied, en vélo ou en empruntant les transports en commun. Le parking public et plusieurs emplacements à vélo constituent un point de départ excellent pour le partage des voitures et des vélos. C'est ainsi que le bâtiment pourra assumer la fonction de maillon renforcé dans le réseau urbain. Un énorme jardin suspendu de 1500 m² avec une vue resplendissante de 360 degrés, une façade verte sur toute la largeur, tout comme une grande serre, constitueront un havre de paix dans la ville. À l'intérieur de la partie bureau, 400 arbres et plantes vivaces vont être plantés, ainsi que le double en plantes vertes. Le bâtiment aspire à devenir un nouveau poumon vert avec un climat intérieur agréable. Une façade intelligente garantit le confort de façon éco-énergétique. Des panneaux solaires à l'extérieur fournissent de l'énergie tout en protégeant du soleil. Les fenêtres ouvrantes permettent l'entrée d'air frais de l'extérieur dans le jour et un rafraîchissement de l'air pendant la nuit. Sur toute la superficie de la toiture seront aussi installés des panneaux photovoltaïques qui seront également incorporés aux vitres de la serre. La chaleur et le froid seront libérés de la serre à l'aide d'un système de géométrie permettant de couvrir plus de 60% de la demande. Un échange d'énergie entre les différentes fonctions va permettre de réduire encore davantage la consommation énergétique. Et par le biais d'une appli, les utilisateurs du bâtiment seront impliqués et sensibilisés à une utilisation économique de l'énergie à l'aide d'un programme diversifié utilisant des énergies renouvelables et conçu comme une banque de matériaux vivants. L'Envie de Nord constitue un exemple de la philosophie circulaire, prêt à initier et à façonner les changements de demain, de l'après-demain, avec la perspective d'un avenir lointain. Alors, je cède la parole à Frank. Bonjour, je m'appelle Frank Geets, administrateur général de l'entreprise de services techniques des autorités flamandes. Et je vais vous présenter plus en détail nos bureaux 2023. En plus, c'est plus spécifiquement la partie du bureau du projet Nord, le projet donc Envie de Nord, dont vous avez pu voir la vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc en tant qu'agence, nous sommes responsables des biens immobiliers, de l'exploitation des installations des autorités flamandes, mais aussi de la centrale d'achat des marchés publics flamands, ainsi que du département commun de l'informatique. Donc, en matière de biens immobiliers, notre portefeuille est très diversifié. Il comprend des musées à Anvers que nous sommes en train de rénover ou à construire. Nous rénovons également le jardin botanique à Metz.
Nous avons transformé l'ancienne loge royale d'Hippodrome Groenendaal en Bed and Breakfast et nous avons procédé à une rénovation en profondeur du château de Gasbeek. Le domaine de Aldenbies et le musée d'Ossin à Manine font aussi partie de notre portefeuille. Et n'oublions pas non plus nos immeubles de gouvernement et nos immeubles de bureaux, dont vous voyez ici le bâtiment Herman Terling sur le site de Tours et Taxi, le premier grand immeuble à bureau passif de la Belgique. Et pour conclure, des bâtiments à l'aéroport, les bâtiments culturels comme de Singel et un bel entrepôt ultra moderne. Bref, le portefeuille est constitué de plus de 6000 immeubles, avec une grande diversité. Donc. Passons à la circularité. Donc, autrefois, il y avait l'économie linéaire. On utilisait des objets qui après atterrissaient au déchet. Puis, il y avait le recyclage. On utilisait des choses, on les jetait, mais dans l'esprit de recyclage, on allait récupérer ces objets. Maintenant, on devra évoluer vers une économie circulaire où on ira tout simplement réutiliser les choses. Je suppose que chacun connaît le modèle circulaire de Ellen MacArthur. Donc, afin d'aboutir à l'économie circulaire, il faut d'abord réparer les choses, les réutiliser éventuellement, trouver une nouvelle destination et, en dernier lieu, les intégrer dans un processus de recyclage. Car ce processus de recyclage, ça coûte beaucoup d'argent, du temps et fort énergivore, ce qu'il faut tenter d'éviter. Alors, pour ceux qui ont déjà rendu visite à la ville de Lucca, en Toscane, reconnaissent peut-être cette photo. Donc, il y a la place au milieu qui était autrefois une arène et qui a été démolie et on a utilisé les matériaux dans la construction de maisons et voilà la belle place d'aujourd'hui. De même, le Forum romain à Rome n'est aucunement une ruine, mais en fait, c'est un magasin bricot incomplètement soldé, car les Romains et les autres populations d'époque savaient qu'ils devaient réutiliser les matériaux. Et pour prouver que la circularité est un concept qui existe depuis la nuit des temps, voici la maisonnette dans le jardin de mes parents. Dans ma jeunesse, j'ai encore nettoyé les briques et la maisonnette est d'ailleurs totalement construite selon les principes de la circularité. Les fenêtres, les portes, les briques provenaient d'une maison démolie. Mais apparemment, par après, nous avons perdu de vue ce principe et la circularité est devenue une chose ponctuelle. Mais il faudrait revenir à cette philosophie circulaire. Voilà pourquoi nous sommes très fiers qu'en tant que société de Facility, nous sommes devenus champions des Flandres. Nous sommes fiers de cette position car en tant qu'administration flamande, nous voulons assumer une fonction d'exemplarité dans ce domaine. Et la circularité dans ce domaine, ça signifie en premier lieu éviter des mètres carrés de bâtiments. Entre 2016 et 2024, nous allons dédoubler le nombre de mètres carrés utilisés actuellement par l'administration à Bruxelles. Et nous allons réduire également le nombre d'immeubles en location en gestion propre de 70%. Mais passons à l'immeuble de bureau 2023. Nous allons à Bruxelles quitter 4 grands immeubles de bureaux pour regrouper tous ces agents publics dans un immeuble à bureau dans le quartier du Nord. Donc, il s'agit d'un immeuble multifonctionnel où l'administration flamande va partager le bâtiment avec d'autres utilisateurs. En bleu, les appartements, en vert, l'hôtel, en rose, les bureaux. Il y aura également des magasins et des espaces de coworking. Et l'immeuble est conçu comme un ensemble adaptable, c'est-à-dire si jamais il doit y avoir un besoin, plus ou moins de bureaux ou appartements, ça peut être facilement arrangé. L'immeuble sera également très confortable avec des grandes superficies de sol, dont la zone centrale comprendra un espace en double hauteur et des espaces d'auteur standard qui s'articulent autour des noyaux de circulation. Cela permettra de cultiver un sentiment de bien-être. Et voilà, donc nos points de départ par rapport à cet immeuble, c'était que nous souhaitions intégrer plusieurs fonctions au sein de ce bâtiment. Donc les bureaux, les habitations, des magasins, infrastructures sportives.
Et nous voulions aussi que l'ensemble soit durable et pérenne pour pouvoir assouvir les besoins d'aujourd'hui et de demain. Et ça devrait constituer une vraie plus-value dans le quartier du Nord. Nous voulions aussi utiliser plus efficacement l'espace disponible sur le site et nous allons donc appliquer une densification sur le site en créant un volume intermédiaire qui va relier les deux tours. On pratique aussi du urban mining car deux tiers du bâtiment d'avant sera réutilisé ou recyclé. Un bel exemple, c'est que nous avons récupéré déjà le tapis encore en bon état et nous l'avons installé dans un autre immeuble. Et par rapport aux sanitaires, etc., vous pouvez les acheter dans des magasins de seconde main ou des magasins du bricolage dans la région. Un petit aperçu maintenant. L'ancien immeuble contenait plus ou moins 281 000 tonnes de bureaux. Le nouvel immeuble va contenir 341 000 tonnes de matériaux. Alors, 2 tiers de l'ancien immeuble sera réutilisé sur place, dans les sols relevés, la structure de béton, les parkings, panneaux de bois, etc. Une partie sera utilisée ailleurs et plus ou moins 1 tiers sera recyclé. Et ces matériaux recyclés seront réutilisés dans le nouvel immeuble. Moins de 5% sera jeté en tant que déchets et la moitié du nouvel immeuble sera donc construite avec des matériaux réutilisés, 16% sera réutilisé via le recyclage et tous les nouveaux matériaux, plus ou moins 1 tiers, sera utilisé pour 97% cradle to cradle, ce qui fait que cet immeuble mérite vraiment le prédicat circulaire. Et dans le domaine de l'énergie, la durabilité prévaut. Le chauffage et le refroidissement se feront par le biais de la géothermie, où les installations géothermiques sont à même de répondre à plus de la moitié de la demande, et via des panneaux photovoltaïques pouvant servir également de pare-soleil. Et donc, nous pouvons presque assurer notre autosuffisance en matière d'électricité. L'immeuble sera aussi verdurisé, une serre accessible au public, une façade verte, un jardin suspendu, mais plein de verdure également sur les lieux de travail et les espaces de rencontre. Et bien sûr, il y aura aussi des fenêtres qui pourront s'ouvrir, contrairement aux immeubles de bureaux classiques. Nous allons également partager notre énergie, nos eaux, notre chauffage, notre refroidissement. Donc, on va partager tout avec tous les occupants de ce complexe, de l'hôtel, des appartements, des bureaux, car les pointes de consommation se situent à d'autres moments de la journée. Donc, on est très complémentaires. Donc, ça veut dire que le soir, par exemple, nos installations vont fournir de l'énergie, de l'eau, du chauffage aux appartements au moment où les bureaux ne sont inoccupés. Et c'est une des premières fois qu'une telle gestion énergétique ait lieu sur un site. L'eau est importante également. Nous allons récolter les eaux pluviales, l'eau de drainage pompée du sol et l'eau grise récupérée des bains, des douches, des lavabos. Tous ces eaux seront mélangées et épurées pour être réutilisées sur le site pour l'arrosage des plantes, servir dans les chasses d'eau, etc. On voudrait également que l'immeuble ne produise pas de déchets, zero waste, et on voudra uniquement utiliser des matières premières et non plus parler de déchets. Donc, il y aura une installation de traitement des déchets organiques qui puissent à terme produire également de l'énergie. Comme dans la plupart de nos immeubles récents, nous allons utiliser un ameublement circulaire. Donc, les meubles dont nous disposons déjà, nous allons les réutiliser, les déménager. On va également les réparer, recouvrir, en faire autre chose. Et uniquement en dernier lieu, par rapport à des meubles très spécifiques, par exemple, nous allons procéder donc à l'achat de nouveaux meubles. Lorsqu'on parle de système circulaire, nous allons donc essayer de boucler la boucle des flux de matières premières. Plus de 60% de nos besoins seront couverts par la récupération des eaux. Et du point de vue énergétique, nous avons presque atteint la neutralité énergétique, 70% couverts par les énergies renouvelables. Et nos flux de matériaux seront suivis intégralement et nous allons établir également des fiches de matériaux de tous les matériaux utilisés.
Durant les phases de chantier et de l'exploitation, nous allons également procéder à une gestion ciblée des déchets. Les écosystèmes locaux seront structurellement améliorés en promouvant la biodiversité locale, puisqu'on s'appuie en parc de verdure. Et l'immeuble sera également modulable et pérenne. Nous avons introduit ce concept zébré. La conception du désassemblage signifie qu'on travaille sur base d'éléments de construction démontables, de systèmes secs qui puissent être changés facilement. Et bien évidemment, l'échange énergétique entre les diverses fonctions qui va prendre de l'ampleur à l'avenir. Et pour conclure, eh oui, nous utilisons notre système GROW. Dans le cadre de nos marchés publics pour les bâtiments, nous utilisons notre propre mesure de la durabilité GROW. GROW impose des exigences au niveau de la gestion durable des chantiers, des flux de déchets, des exigences de performance à atteindre, etc. Il s'agit là d'accessibilité intégrale, passeport de matériaux, exigences acoustiques, etc. Et nous espérons que cette mesure de durabilité sera utilisée dans le courant de l'année prochaine à travers toute la Belgique. J'espère vous avoir pu présenter un aperçu de la voie que nous souhaitions emprunter avec notre immeuble à bureau 2023. Un grand merci. Frank. Je rappelle aux participants que le Q&A est toujours ouvert pour vos questions. De laatste spreker is Roos Servaas. Roos Servaas is ingenieur van opleiding. Roos is ingenieur van opleiding en was jarenlang actief als adviseur beleidsinnovatie bij de Openbare Vlaamse Afvalstofmaatschappij, la Société des déchets publics flamands. Et maintenant, elle s'occupe aussi de l'économie circulaire et s'occupe aussi du Green Deal flamand, la construction circulaire, une économie circulaire avec Vlaanderen circulaire. Roos, je te donne la parole. Goedemiddag. Mijn naam is Roos Servaas en ik ben werkzaam binnen het team Vlaanderen Circulaire. Je m'appelle Roos Servaas, je travaille dans l'équipe Vlaanderen Circulaire. Vlaanderen Circulaire, c'est le point essentiel, l'inspirateur pour l'économie circulaire en Flandre. C'est un partenariat de différents pouvoirs publics, des entreprises, sociétés civiles, le monde des experts qui entreprennent des actions ensemble. Le partenariat Vlaanderen Circulaire est soutenu par une équipe multidisciplinaire dont je fais partie et c'est intégré auprès de l'OVAM, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Société flamande pour les déchets. Alors, en 15 minutes, je vais vous exposer 3 éléments. D'abord, une introduction concernant les activités développées par Vlaanderen Circulaire et puis me concentrer ensuite sur les achats circulaires et pour conclure, le Green Deal, construction circulaire, circulaire bouwen. Afin de me concentrer sur nos activités spécifiques, d'abord cadrer les choses qui est essentiel pour nous. La transition vers une économie circulaire, c'est pas évident du tout. Ça va à l'encontre de la manière actuelle de faire des affaires dans l'économie actuelle et savoir comment on agit avec les matériaux. Mais il y a une sensibilisation qui est en cours maintenant et de plus en plus de partis commencent à s'en rendre compte que les choses doivent être faites différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on évolue vers une économie circulaire sans problème. On suit cette voie-là, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Le gouvernement flamand a encore ratifié durant l'été que la transition vers une économie circulaire, c'est une priorité de politique générale transversale. Ça signifie concrètement qu'au niveau politique, dans tous les niveaux de la société, ça doit être intégré et pris en compte. Les ambitions sont importantes. Donc, l'empreinte écologique, la consommation pour 2030 doit être réduite de 30% en Flandre. Donc, la Flandre circulaire essaie de développer un écosystème pour une bonne intégration et application de l'économie circulaire en Flandre. Ainsi, on se concentre sur des programmes, des subsides pour les entreprises, les ONG, collaboration avec l'enseignement, on crée des publications, on organise des moments de réseautage, etc. On lance aussi différents appels publics et ainsi, il y a 130 projets d'économie circulaire qui sont soutenus en Flandre. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, vous pouvez aller voir sur notre site Internet une publication et où on donne un historique de notre fonctionnement sur les 3 dernières années, disponible aussi en anglais.
Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on fait la transition vers une économie circulaire en Flandre au niveau de l'organisation? Bon, voilà un organigramme et comme vous le voyez, Vlaanderen Circulaire, c'est une initiative de 2 ministres. La ministre flamande Krevis, compétente pour l'économie, la science, l'innovation, et le ministre flamand Demir, compétent pour la justice, l'environnement, l'énergie et le tourisme. Mais bon, la gestion quotidienne se fait par un groupe de pilotage avec une représentation du Pentagone de la société, donc le pouvoir public, les experts, ceux qui financent, l'ONG, les entrepreneurs. Et pour l'instant, bon, on relance nos travaux pour pouvoir travailler de manière plus transversale. À partir de 2021, il y aura donc des programmes de travail concrets qui seront lancés. On va se concentrer début 2021 donc sur 6 programmes de travail. La construction circulaire, les chimies, plastique, le cycle d'eau, bioéconomie, la chaîne alimentaire et l'industrie de la production. L'industrie de protection, c'est le textile et autres produits de consommation. Et dans ces programmes de travail, nous utilisons 7 leviers. Les instruments de politique générale, les achats circulaires, mais également la communication, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, le financement et les jobs et les aptitudes. Et pour nous, ce sont des accélérateurs, des leviers pour éviter les problèmes et pour pouvoir lancer vraiment l'économie circulaire en Flandre. Alors, les programmes de travail, ça se caractérise par quelques principes communs. Ils sont lancés par 2 éléments. Un élément public et un acteur privé. 2 acteurs, en fait. Et ils définissent, en concertation avec le Pentagone, les différents acteurs, des objectifs communs et des pistes de travail et des actions. Ça ne doit pas nécessairement être de nouvelles actions. Parfois, il est aussi important de vérifier comment différentes initiatives peuvent être rendues plus transversales et reliées l'un à l'autre pour qu'ils puissent se renforcer. Ainsi, un programme de travail, il y a aussi un engagement et il faut aussi assurer la visibilité nécessaire. Alors, l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement l'offre des innovations circulaires, produits, services qui est important. Il y a aussi des gens qui doivent acheter et comprendre les innovations, qui veulent les stimuler même. Donc, les achats circulaires, c'est un levier important pour nous, pour que le marché des produits circulaires et les services circulaires, pour que ce marché puisse prendre de l'ampleur. On va se concentrer, les achats circulaires, donc garder la valeur maximale des produits. Donc, le cercle de produits, etc., sont fermés au maximum activement à travers toute la chaîne. Et l'impact environnemental négatif et les déchets, on essaie de les limiter le plus possible. Alors, notre carte de nos ambitions, c'est un instrument utile comme organisation de travailler concrètement pour les actions, les achats circulaires. Cette carte ambition, c'était avant notre Green Deal, achat circulaire, ça a été réalisé après différents ateliers avec des gens qui achètent et des experts. C'est un élément pour vous aider dans votre organisation et pour vous lancer dans les achats circulaires. Comment le faire concrètement? Bon, première phase, avec cette carte ambition, vous allez voir vos parties prenantes interne dans votre organisation, donc pour rendre les ambitions le plus concret possible. Ça vous aide aussi à avoir une certaine portée des choses et à plus de chances de succès pour votre propre projet d'achat circulaire. Sur cette carte, vous voyez 5 objectifs circulaires. Ce sont les lettres au-dessus, de gauche à droite, répartis selon le input, lettre A, B, utilisation et potentiel, output, D et E, du produit. Pour chacun de ces objectifs, il y a des stratégies qui sont données pour pouvoir les atteindre. Vous voyez cela sur le slide du haut vers le bas. Pour illustrer ceci, la carte ambition pour premier objectif, la quantité totale des matériaux qui doit être réduite. En tant que stratégie, on peut parfois choisir de partager en interne. Ça semble être évident, mais ce ne l'est pas. Surtout les grandes organisations ne savent pas ce qui est en cours et qui utilise quel produit. Donc, bien répertorier les choses avant de procéder à un nouvel achat
semble évident, mais pour différentes raisons, aujourd'hui, bon, ça semble être difficile quand différents départements ne sont pas au courant l'un de l'autre de ce qui est utilisé ou par un manque de temps, par exemple. Souvent, maintenant, on a besoin des produits tout de suite, donc un bon répertoire, un bon inventaire demande un peu trop de temps. Mais par tâche interne, on essaye d'optimiser l'utilisation de la réserve du stock en interne et le taux d'utilisation est optimisé. Utiliser ensemble des produits réduit le nombre de produits en utilisation et la quantité du matériel pour arriver à une fonction similaire. Autre stratégie peut être louée quand vous avez, par exemple, de temps en temps besoin de cet élément ou sur la plateforme Webflink où on peut partager des instruments entre les différentes entreprises de construction. Autre objectif pourrait être, par exemple, la réutilisation éventuelle de produits et de composantes qui doit être maximisée. Différentes stratégies qui peuvent être appliquées. Un exemple, c'est que donc il y a des mesures types qui peuvent être utilisées pour que ce soit plus facile à échanger au niveau du marché. Exemple concret, ici en dessous, vous voyez l'alternative circulaire pour les cloisons intérieures légères, le système UNO, également développé sous l'impulsion de nos appels publics. C'est une cloison légère, fixe, qu'on peut démonter et placer ailleurs. Par un de nos subsides, ceci a été soumis à différentes exigences de pratique. On a évalué la qualité, on a examiné le caractère circulaire du système UNO. Colruyt, par exemple, dans ces techniques, choisit des systèmes plug and play, ce qu'on peut facilement monter, démonter et adapter facilement. Chaque magasin du groupe, tous les 12 ans, est réaménagé et on essaie de réutiliser au maximum le matériel présent pour aménager le magasin. Et de cette manière-là, donc, ça devient vraiment un choix logique pour eux de réutiliser leur matériel. Pour conclure, j'en viens à mon troisième point. Notre mission, comme équipe opérationnelle Vlaanderen Circulaire, c'est créer donc des réseaux solides. Par un réseau pareil, on peut développer nos connaissances, diffuser nos connaissances, mais simuler des innovations et faire la concertation dans la pratique. Pour le secteur de la construction flamand, le Green Deal Circulaire Bouwen a été lancé par la Vlaamse Confederatie Bouw et OVAM début 2019, sous l'impulsion de Vlaanderen Circulaire. Première ambition, c'était de créer un grand réseau et un partenariat des gens qui croient dans tout ceci. Alors, plus de 300 organisations entre-temps ont signé la convention Green Deal Circulaire Bouwen en Flandre et participent à un processus qui prend 3 ans. Et chaque participant peut lancer son projet au niveau de la construction circulaire. Alors, il doit participer volontairement à des formations et se marquer accord que des chercheurs aient accès à des données pertinentes, des résultats et des leçons tirées. Et pour conclure, il doit prendre les démarches nécessaires pour que les principes de la construction similaire soient intégrés dans leur propre organisation. Comme dit là tout à l'heure, donc il y a les appels publics, les Green Deal, et aujourd'hui, là, on voit tout plein de choses. On apprend des choses sur les points qui posent problème, des barrières, et on essaie de trouver de nouvelles solutions. Donc, il y a tous ces gens qui y croient, enthousiastes, que vous voyez à la droite, donc qui mettent cela en pratique. Il y a aussi l'équipe de recherche pour la construction circulaire. Et cette équipe examine quelles sont les conditions spécifiques qui s'avèrent nécessaires pour pouvoir passer à une économie de construction circulaire. Vlaanderen Circulaire, depuis 2017, est opérationnelle et s'occupe de la collecte de données, de savoir-faire. Et à partir de 2021, nous espérons de concrétiser tout cela pour le marché, pour la politique, pour la société, pour le secteur de la construction, les programmes de travail, construction circulaire Bouwen. Donc, c'est un travail à suivre, un work in progress. Voilà.
brièvement et rapidement une présentation de quelques activités de Vlaanderen circulaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant notre approche, les projets en cours, les leçons tirées, publications, etc., vous pouvez très certainement aller voir notre site Internet. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible en anglais. Et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter par info@vlaanderencirculaire.be. Je vous remercie de votre attention. Merci, Roos. La présentation de Sylvie Lutz. Donc, nous allons redonner la parole à Sylvie. Veuillez m'en excuser. Pour ma défense, nous n'avons jamais dit qu'une collaboration interrégionale serait facile. Sylvie, allez-y. Donc voilà, pour poursuivre ma présentation de ce matin, de tout à l'heure, par rapport au CCTB que Christian Capard vous a expliqué donc un peu plus en détail. Je voulais aussi vous parler des perspectives par rapport au CCTB que nous avons donc au niveau de la région wallonne. On voudrait bien continuer à développer ce CCTB pour le rendre encore plus durable en poursuivant l'actualisation et l'insertion de matériaux durables et des matériaux de réemploi dans le CCTB. Ce CCTB, comme Christian vous l'a dit, comporte un tome qui comprend des clauses administratives et via ces clauses administratives, nous avons donc une possibilité aussi de renforcer le caractère durable du CCTB en y insérant des clauses environnementales, des clauses à caractère circulaire et donc ça permettra de donner une autre dimension encore plus renforcée par rapport à la durabilité du CCTB. Alors, une des pistes sur lesquelles nous travaillons pour le moment, c'est préconiser un travail d'inventaire avant la rénovation d'un bâtiment. Un inventaire qui porte sur les matériaux présents dans ce bâtiment qui peuvent être réutilisés sur site ou sur un autre chantier. Donc, ce travail d'inventaire permettrait d'aller plus loin donc, dans la valorisation des matériaux disponibles. Alors, un autre travail de prospection porterait sur l'ensemble des matériaux disponibles sur le marché et pas seulement au niveau du bâtiment, mais donc d'aller un cran plus loin et d'envisager l'ensemble du marché, donc le potentiel de réemploi qui existe et également de recenser en quelque sorte les entreprises existantes dans le secteur du réemploi. Et tout ça nous permettrait in fine de concevoir une plateforme de réemploi relativement large et ça permettrait d'aller plus loin donc, dans cet aspect. Alors, donc ça, c'est un travail plus pour fournir des outils pratico-pratiques aux entreprises, mais d'autres pistes à développer pour inciter les auteurs de projets pour réaliser ces cahiers de charges, c'est d'agir d'un point de vue financier, c'est de fournir des aides financières pour les marchés qui répondent à ces conditions. Donc, essayer vraiment d'inciter l'utilisation des matériaux de réemploi par un support financier. C'est aussi pour fournir des outils aux auteurs de marché, préconiser des clauses types en lien avec la circularité pour que, dans le cadre de l'écriture des cahiers de charges dans les marchés de travaux, l'auteur de projet se rende compte de tout ce qui existe en termes de marché de travaux, mais aussi l'inciter à aller dans ce sens-là. C'est aussi fournir une aide très pragmatique via des facilitateurs qui contribueraient éventuellement à la rédaction des cahiers de charges, mais qui contribueraient également à aider les entreprises pour mettre en œuvre ces clauses de circularité. Et puis, voilà, donc on peut vraiment espérer, donc c'est vraiment dans les perspectives que tous ces éléments-là permettent de réduire les déchets produits, permettent également de réduire l'utilisation des ressources premières et in fine de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut se réjouir à ce titre-là que ce soit vraiment dans les différents programmes, différents plans wallons, parce que c'est inscrit déjà dans la déclaration politique régionale de la Wallonie, dans la DPR. C'est écrit également dans le plan wallon déchets ressources, qui vise donc à valoriser tout ce qui est déchets
non plus en déchets, mais en ressources. Et c'est écrit, prévu également dans la DPR qui prévoit une stratégie d'économie circulaire qui est en cours d'élaboration encore actuellement, la stratégie circulaire Wallonia. Donc voilà, donc on peut espérer que tous ces éléments soient mis en œuvre prochainement. Et ben, voilà, je pense que ceci va introduire le débat. Donc si vous avez des questions, Christian, à moi et évidemment à tous les orateurs, ben, n'hésitez pas à utiliser le chat par rapport à ces éléments-là et à nous poser un maximum de questions. Ça peut aussi faire avancer la réflexion. Voilà, merci à tous. Merci Sylvie. Sylvie, j'ai immédiatement une question pour vous. Oui. Dans le Q&A, paraît-il, disposez-vous d'autres outils que l'on pourrait utiliser dans les marchés publics en permettant de tenir compte du réemploi? Alors, au niveau des marchés publics et au niveau de la direction du développement durable, nous travaillons sur un outil qui est l'outil Totem. C'est d'ailleurs tout comme certains autres outils, c'est un outil qui est développé aussi bien pour la Flandre que pour Bruxelles et que pour la Wallonie. C'est une parfaite collaboration. Et cet outil permet de mesurer, de faire une évaluation environnementale au niveau des bâtiments. Et dans cet outil, on prend non seulement en compte les éléments qui sont insérés dans la construction, la conception du bâtiment et toutes les techniques qui vont autour en termes d'assemblage, par exemple. Et clairement, pour le moment, on est en train de travailler sur les matériaux recyclés et sur les matériaux de réemploi qui sont insérés dans cette base de données Totem, et qui permettent de donner un meilleur score en termes d'évaluation environnementale quand on fait appel à ce genre d'outils, à ce genre de matériaux, pardon. Donc voilà, c'est un outil qui est encore en cours d'élaboration, même s'il fonctionne déjà bien. Il a reçu une certification BREEAM et voilà, il avance et il avance en tout cas dans ce sens-là. Donc c'est un autre outil qui pourrait également être utilisé. Et voilà, en fonction de la conception des bâtiments, on pourrait, dans les marchés publics, demander à ce que l'auteur de projet utilise cet outil Totem et que ça fasse partie d'un critère d'attribution, que le score obtenu pour cette évaluation environnementale du bâtiment puisse entrer en ligne de compte dans le choix du projet. Voilà, ça c'est un outil. Merci beaucoup, Madame Lutz. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à revenir pour plus d'informations sur Totem. Une question ici pour Christian Capper. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez ajouter aux spécifications standards pour promouvoir le recyclage et la réutilisation? Oui, très certainement. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir augmenter au maximum les prescriptions en matière justement d'exigences à avoir concernant des matériaux de réemploi ou des matériaux issus du recyclage, et également pour permettre aux matériaux de bien atteindre les bonnes filières de recyclage lors de leur démontage ou de leur démolition. Mais au-delà de ça, il serait intéressant à un moment de pouvoir avoir un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit, et avoir un mindset qui soit orienté réemploi en premier. Et puis, si on n'a pas accès au réemploi ou aux matériaux issus du recyclage, faire appel à des matériaux neufs. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Ok, merci beaucoup. zijn ook een aantal vragen voor Frank Geets. Nous avons encore quelques questions pour Frank Geets. Première question, des projets aussi ambitieux sont-ils encore prévus par le gouvernement flamand? Non, on est en train de construire un grand bâtiment administratif à Anvers pour remplacer le bâtiment actuel. Et là, on a pris pour base le cahier des charges pour envie dans le nord, pour Bruxelles. Donc, on l'a élaboré pour Anvers. Et maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, pour l'avenir, maintenant, il y a 20 points sur 100 pour la circularité
augmenter la durabilité, mais ce nombre de points sur 100 ne va pas diminuer. On le fait aussi pour les projets de rénovation, pas uniquement pour les projets nouvelle construction à court trait, un projet pilote pour les reconstruire un ancien bâtiment de manière circulaire et de rendre ce bâtiment passif. Donc, on prend tout cela en compte. OK. J'ai encore quelques questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur GRO? GRO. Oui, GRO, donc c'est le nom de la dame qui, aux États-Unis, a mis la durabilité à l'agenda en première. Donc, GRO, ça va plus loin que Totem. GRO, donc Totem, c'est les matériaux. GRO, c'est beaucoup plus. Par exemple, comment on va utiliser l'eau, l'utilisation de l'énergie sur le chantier. Ça va beaucoup plus loin que le bâtiment et les matériaux. Ça doit être pris très certainement, mais ça va beaucoup plus loin. Et il s'agit aussi de savoir comment le bâtiment par après, comment sera la consommation énergétique par après. Bon, quand le bâtiment est utilisé, c'est beaucoup plus large. Et maintenant, il y a aussi des contacts qui sont en cours au niveau fédéral et avec les autres régions pour voir si éventuellement on pourrait déployer ça ailleurs. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Tout comme Totem, on peut avoir une coopération entre les différents niveaux, différentes autorités dans ce pays. Merci Franck. Puis dernière question pour toi. Quel est le rôle de l'entreprise facilitaire dans le fonctionnement de Vlaanderen Circulaire? Bon, nous sommes tout à fait pour, nous sommes membres. Vous m'avez vu sur la grande photo circulaire, j'étais un peu à l'arrière. Mais bon, nous participons à tous ces programmes. Et participer, c'est pas tout simplement écouter, voir ce que font les autres, mais on essaie d'avoir un rôle actif, participer activement et lancer des projets en la matière. De notre côté, on est de très bons collègues. J'espère que de l'autre côté, c'est de même. Enfin, que cette idée pourra être appliquée partout dans ce pays. Merci. Donc, pour l'instant, il me semble, je n'ai plus d'autres questions. Si éventuellement il y aura encore des questions supplémentaires, je dois toujours attendre un peu. Des questions pour Jean-Yves, je vois. Ja, een vraag voor Jean-Yves Burgy. Une question pour Jean-Yves Burgy. Selon vous, est-ce que le réemploi à grande échelle est possible et à quel horizon? Jean-Yves, votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'on va finalement pouvoir atteindre le même degré de maturité que pour les filières de recyclage qui aujourd'hui se font à grande échelle? Ça passera certainement par une approche progressive. La chaîne de valeur aujourd'hui, elle n'est pas prête. On le voit à tous les maillons, ça coince un petit peu et du coup, ça ne se fluidifie pas. Ceci dit, ça va mettre du temps. À quelle échelle de temps, je ne sais pas. Mais je vais vous donner un exemple de filière industrielle du réemploi qui existe déjà en France. C'est une filière industrielle du réemploi des planchers techniques. Les planchers techniques, c'est ce qui permet de faire passer tous les câbles sous les bureaux. C'est une facilitation en termes de système constructif et c'est des éléments qui coûtent extrêmement cher. Et il y a une société qui s'est mise sur ce créneau-là et qui aujourd'hui récupère donc les planchers techniques chez des donneurs d'ordre qui rénovent ou déconstruisent les bureaux, les remettent un petit peu en état et les remettent sur le marché ensuite. Et aujourd'hui, ils ont une telle demande qu'ils n'arrivent pas à fournir leurs clients. Et ça, c'est vraiment un bel exemple en fait de filière déjà industrielle du réemploi qui a réussi finalement à mettre en musique tous les acteurs le long de la chaîne de valeur, à la fois les offreurs, les transformateurs et les repreneurs. Ok, merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions, donc nous sommes venus à la fin de ce webinaire. Et je pense pouvoir dire que nous avons appris pas mal de choses sur la façon dont les différentes régions font des efforts pour stimuler le réemploi, le recyclage et la construction circulaire dans le secteur public. Toutes les informations seront placées sur le site internet du projet Interreg REC carré, www.rec2.eu.
Il y aura un replay disponible sous peu. Vous devriez aussi recevoir un questionnaire de satisfaction par email. Nous vous remercions sincèrement d'avoir participé à ce webinaire et bien sûr, nous remercions encore une fois les orateurs sans qui il n'aurait pas pu avoir lieu. À bientôt. Interessante bijdrages en ook uiteraard de deelnemers aan dit webinar.